Comment y parvenir si ce n'est pas par la voie du dialogue? Alors, si le dialogue a pour mission de se réunir et de faire ensemble une constitution, nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord pour ça? Oui, oui. Le front anti-dialogue est d'accord que les débats, lorsque nous allons nous réunir, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent dire non, après, moi je vais devenir tel, il y a des composantes. Non, la seule composante, c'est la République démocratique du Congo que nous voulons refonder en lui donnant une constitution imaginée par nous. Imaginez par nous. En ce moment-là, vous appelez Corneille Nangaa, vous appelez tout le monde, vous appelez Martin Fayoulou, vous appelez tout le monde. On se met à la table et on fait une constitution et chacun rentre chez lui, il attend les élections, les meilleurs gagnent et on termine l'affaire. De la bonne manière, avec une nouvelle constitution qui n'est pas imaginée à gauche, qui n'est pas imaginée à droite, qui est imaginée ici. Est-ce qu'avec tout ce que nous vivons, j'ai posté qu'on doit même créer un ministère de la guerre. Comprenez? Donc, c'est pour vous dire que tout le reste ici, nous avons été l'objet d'un complot très vaste, situé depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui. Tout le reste, ce sont des relais de ces complots-là. Et donc, aujourd'hui, nous devons reprendre notre pays en main. comment faire la guerre dans le contexte actuel? Voilà la question qui procède de la capitulation. Les gens qui pensent que le Congo c'est fini, tout ce qui reste c'est de négocier avec ceux qui les tuent. Ça c'est la capitulation. Comment faire la guerre dans le contexte actuel? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Congo pour ne pas faire la guerre? Parce que vous voulez me ramener sur le terrain de l'armée. Vous voulez m'amener sur le terrain de l'armée, mais je vous dis qu'avec ces peuples-ci, si on laisse ces peuples, d'ailleurs les peuples les demandent, vous voyez vous-même, il y a eu des chansons, laissez-nous aller. Vous avez vu ça? Laissez les peuples, laissez-le. Laissez les peuples se prendre en charge, vous allez voir, vous serez étonnés. La guerre ici va finir en 2 jours. Quand quelqu'un vous frappe, vous pensez qu'il vous frappe pourquoi? Il vous frappe pour que vous puissiez pleurer. Vos chansons patriotiques là, c'est pour pleurer. Et quand vous pleurez, lui, ça lui fait plaisir. Ça veut dire que le coup est arrivé. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous sommes en train de dire aux Congolais, un peuple qui refuse de faire la guerre, c'est un peuple qui se prépare à être esclave. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.
Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Alors que beaucoup appellent à un dialogue pour déminer la crise politico-sécuritaire dans laquelle le Grand Congo est englué, une autre voix, seule du RFI, gagne de plus en plus du terrain. Au cours de cette émission, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir. Nous allons devoir nous poser des questions qui fâchent, des questions qui dérangent, mais en même temps qui nous permettent de poser de bases prospectives. Faut-il s'asseoir autour d'une table pour en finir avec la crise persistante en République du Congo? Au cours de cette émission, nous allons explorer les motivations profondes et décortiquer ce qui se cache derrière ces deux visions antagonistes. Et donc, qui a raison, qui a tort? Ceux qui croient à la force de la parole ou ceux qui pensent que les négociations ne sont qu'un piège. Nous avons l'immense plaisir sur ce plateau de recevoir une voix rare, mais lorsqu'elle est libérée, c'est une voix empreinte de sagesse et qui comprend plus ou moins les enjeux multiples auxquels la RDC fait face. Sur ce plateau, le président du parti politique Congo Positif, Dieudonné Kishi. C'est un honneur et un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Merci, je me porte très bien. Merci de l'invitation sur le prestigieux plateau Politicon. Je salue les promoteurs, Jean-Pierre Tatou. Et un frère pour vous. Et un frère pour moi. Et je salue tous les amis qui sont là derrière les caméras, vous-même, tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, je voulais dire. En tout cas, merci, c'est un honneur. C'est ma première fois de venir sur... C'est pas la première fois dans Ligne Rouge. Dans Ligne Rouge, oui. Ah, okay, mais c'est pas la première fois sur ce plateau. Ah, plusieurs fois, il y a eu des tournages, oui. malheureusement, qui ont raté pour des raisons techniques. Voilà pourquoi je dis que c'est la première fois. Donc, c'est avec un immense plaisir que je suis là pour... partager de ce qui concerne notre pays. Comment se porte votre parti politique en ce moment précis? Votre vie, comment allez-vous? Et aussi, quelle perspective pour l'avenir du Congo?
Bon, moi je me porte bien comme personne, je me porte bien, j'aime bien dire que je me porte comme un charme. Et donc, les partis aussi se portent très bien, Congo positif, nous continuons les combats pour l'avènement des emplois dans notre pays, parce que si nous n'occupons pas l'espace par les emplois, le Congo sera toujours exposé à des scènes, à des situations que nous sommes en train, parce que euh, quelque part, il nous faut absolument occuper l'espace. Et le pays est en phase, pour moi, le pays est en train de faire sa transition. Il part de la précarité, de tout ce qui était compliqué, des situations que les Congolais ne comprenaient pas, qu'ils commencent à comprendre. Donc, il y a une transition qui s'est faite. J'estime que après cette transition, le pays va encore se porter mieux. Vous avez une rare approche politique dans l'arène politique en République démocratique du Congo. Mais que faites-vous concrètement pour sa consommation publique? Bon, ce que nous faisons, c'est comme ça que nous n'hésitons pas lorsque vous nous appelez pour parler du front anti-dialogue. Parce que j'imagine que c'est de ça que vous parlez. Donc, je parle d'abord de la vision que prend votre parti politique. Ah, d'accord, ok. Un parti anti-chômage. Oui, parti anti-chômage. Parce que nous partons de ce que nous avons. Regardez qu'est-ce que nous avons. Nous avons tout dans ce pays. Nous avons toutes sortes de richesses, que ce soit des richesses humaines. Nous sommes 120 millions de personnes. 120 millions de personnes, ça veut dire que nous sommes 120 millions de consommateurs. Ça veut dire que c'est une force sur laquelle nous pouvons asseoir toute notre politique. Nous produisons pour nous-mêmes, nous consommons nous-mêmes. Et donc, un pays comme le nôtre, je me pose toujours la question de ce qu'on va chercher dans des marchés communs, dans des marchés d'intégration, alors que nous, à nous seuls, rien que les consommateurs de la République démocratique du Congo, ça vous fait au moins les consommateurs de 25 pays africains mis ensemble. Et on pourrait faire comme la Chine. On pourrait faire comme la Chine. On pourrait faire. Donc, il est question que nous puissions retourner à nous-mêmes, travailler, parce que, regardez, nous avons pratiquement 6 à 9 mois de soleil. Il y a des pays qui ne voient presque jamais le soleil. Nous avons toutes ces étendues, 80 millions d'hectares de terres arables, 80 millions, 250 couches de poissons dans les lacs Tanganyika qui meurent de vieillesse. Quand vous mettez tout ça, moi je ne vais pas aller dans les minéraux parce que là également c'est vraiment beaucoup de choses. Mais comment on peut arriver à expliquer que les Congolais soient au chômage? Comment avec tout ça? Pour vous, la crise qui plombe le Congo, est-ce qu'elle a principalement pour cause le manque de chômage ou la crise profonde trouve ses racines dans d'autres considérations beaucoup plus alambiquées ou d'ordre hégémonique? Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez de crise. Il faut bien situer la crise. Est-ce qu'il s'agit de quelle crise dont vous parlez? Pour que nous puissions nous comprendre sur les mots, parce que les mots ont leur valeur. Les mots ont leur sens. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été créés. Je parle du marasme économique dans lequel notre pays est englué. Depuis 1885 à 1960, ça fait 65 ans de colonisation et des 60 à nos jours, c'est 65 ans depuis que la RDC a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Quels sont les acquis que nous avons pu capitaliser ou qu'est-ce que nous avons fait par nous-mêmes depuis que nous avons accédé à la souveraineté internationale et internationale? On a l'impression que ce que les Belges nous ont laissé, ce que nous sommes en train de réaliser, c'est la nuit et le jour en termes d'infrastructures routières, en termes même d'institutions académiques laissées par l'homme. Non, nous disons la même chose. Ça veut dire que le Congo, c'est un pays, et ça c'est la thèse aussi de Congo positif. Je sais qu'il y a aussi notre aîné, Delis Sanga, qui prône ça, la refondation de l'État. Nous devons refonder l'État congolais. Parce que l'État qui a été créé à Berlin, ce n'est pas l'État qu'il nous faut.
Et c'est l'État de Berlin, vous savez, l'État de Berlin veut que cet espace qui est considéré comme l'espace territorial de l'État congolais, pour eux, les 14 pays de Berlin, qui s'étaient réunis à Berlin, pour eux, cet espace doit être un espace commercial. Et cela induit tout le reste. Même toutes ces guerres que vous voyez, tout ça, c'est parce qu'il faut créer les conditions d'exploitation. Malheureusement, les conditions qu'on crée pour l'exploitation, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, sont les conditions pratiquement dramatiques. Ça veut dire des guerres, les conflits, tout ça, pour que l'exploitation de l'espace continue. Les jours où nous allons comprendre que, par rapport à Berlin, cet espace commercial, nous devons le transformer en véritable espace étatique. C'est le jour où nous allons nous développer. C'est le jour où nous allons reprendre en main. Parce qu'en fait, pour Berlin, il faut que la situation soit ce qu'elle est. L'espace commercial, l'espace navigable, ça doit être un espace de tout le monde. Et vous savez qu'il y a des dirigeants au monde ici qui ne s'empêchent pas de dire que l'espace là doit être un espace. D'abord, ça a été laissé comme un espace pour Berlin, ça a été laissé comme un espace de tout le monde. Et donc, aujourd'hui, vous avez eu quelqu'un comme le président Sarkozy qui n'a pas manqué de dire, qui n'a pas hésité de dire que les ressources doivent être exploitées par tout le monde. Ça, c'est Berlin. Maintenant, le mal, c'est que nous-mêmes, comme Congolais, excusez-moi, nous ne faisons pas des efforts pour partir de l'État, de l'espace commercial qui a été imposé vers un espace étatique. Et regardez l'acheminement des choses. Plus tard, après, je ne vais pas revenir dans l'histoire pour vous montrer quel type d'État est entré à l'indépendance, quel type d'État on a créé avec la dictature mobusienne. Je saute tout ça pour vous dire aujourd'hui, on a également, à travers la Constitution du 18 février 2006, on a créé ce qu'on appelle, ce que nous appelons l'État gâteau. Oui. Ça procède du même principe. L'État gâteau, pourriez-vous nous expliciter ça? Ça veut dire que c'est un État faible. C'est un État faible. Ou c'est un État également où chacun, tous ceux qui ont mis la main sur cet État, n'est-ce pas, individuellement ou collectivement, estiment que c'est devenu leur bien. Et l'État gâteau s'accompagne avec un autre type d'État qu'on appelle l'État patrimonial. Regardez le comportement de ceux qui ont mis la main sur notre État. Vous allez voir qu'ils se comportent comme si c'était leur bien. Et la conséquence, c'est laquelle? C'est un État en voie de disparition. Non, s'il n'y a pas d'effort en interne pour récupérer tout ça, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Mais alors, c'est comme ça que vous voyez les gens qui se soulèvent. Non, pas qui se soulèvent, qui s'élèvent. Ils sortent avec des initiatives privées au nom du peuple, mais qui excluent le peuple. Voyez-vous, quelqu'un qui sort, qui sait qu'il y a une constitution, qui sait qu'il y a des institutions établies, qui sait, mais qui vient avec des propositions dont tout le monde sait que si on touche à ça, on va mettre en péril les dispositifs qui a été mis en place par les peuples. Et tout ça procède du même principe, c'est-à-dire c'est un État gâteau. Vous êtes sans ignorer que l'acte fondateur qui encadre l'État, c'est bel et bien la Constitution, qui a pour mission d'organiser les pouvoirs, d'organiser l'État, de limiter les pouvoirs, et aussi de créer la stabilité. Quelle est la Constitution dont nous avons hérité en 2002 ou promulguée en 2006 par l'ancien président Joseph Kabila? Bon, vous savez que vous soulevez un débat assez important, assez grand. Je ne pense pas que le cadre de votre émission soit suffisant pour en parler. Vous pouvez effleurer la question. Alors, pour parler dans une émission beaucoup plus élaborée, et tout le monde sait que moi, je ne suis pas partisan de cette constitution parce que c'est elle qui est venue consacrer l'affaiblissement de l'État congolais. Je vous donne l'exemple. Dans cette constitution, pour un pays exposé comme le nôtre, un pays dont tout le monde sait que les États de Berlin
avait voulu d'en faire un État, un espace commercial. Ça veut dire que c'est un espace exposé à des conflits. C'est un espace exposé à des conflits permanents. Mais comment, sachant cela, vous faites une constitution qui affaiblit l'État, qui affaiblit les dirigeants? À quelle disposition? Je vous donne l'exemple. Nous avons en ce moment une armée étrangère, ou plusieurs armées étrangères sur les territoires congolais, à l'est de notre pays. Vrai ou faux? Ils sont là par la volonté du pouvoir central. Invités? Oui. Le Rwanda est au Congo par... L'Ouganda. Ah, vous parlez de l'Ouganda? Oui, il y a plusieurs, vous parlez de plusieurs armées. Voilà, il y a étrangères, les cas les plus patents, c'est les cas de l'armée rwandaise qui est sur les territoires congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les documents des Nations Unies qui l'ont dit. Parce que celui de l'Ouganda est moins mortifère? C'est tous, je vous ai dit, plusieurs États ont leur présence chez nous. On peut dire que c'est du fait du gouvernement, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Ces États se sont invités ici depuis 1996, si pas un peu avant. Ils ne sont plus jamais partis. Il s'agit de l'histoire de notre pays, ne nous leurrons pas. Ici, il ne s'agit pas de la politique. Ici, il s'agit de notre pays dont nous parlons. Donc, l'Ouganda n'est pas ici depuis 1996 sur invitation du gouvernement congolais. Le Rwanda n'est plus jamais parti de notre territoire depuis qu'ils étaient venus avec Musée. Mais il n'a jamais aussi posé des actes comme on le voit sous le pouvoir Vous actuel. avez vu que quand Musée leur a dit répartez, Musée a trépassé. Musée est passé par là. Donc, pour vous dire qu'il y a tout un programme qui est mis en place pour affaiblir l'État congolais et faire en sorte que la situation soit ce qu'elle est. Donc, parlant de la Constitution, elle vient d'où cette Constitution? Beaucoup de gens ne se posent pas la question. D'abord, en termes de sa rédaction. Moi, j'ai publié, partant des ouvrages des professeurs d'université, professeur Ndjoli, professeur Auguste Mampouya, ils ont publié des livres sur les droits constitutionnels où ils citent les noms des gens qui ont écrit cette Constitution. Parmi les 23 personnes qui ont écrit cette Constitution, 21 personnes ou 23, il n'y a que 6 Congolais. Tous les restes, c'est des Belges, c'est des Suisses, c'est des Sénégalais, c'est des Turcs, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez relancer le débat sur le changement de la Constitution? Le monde entier est venu écrire notre Constitution. Maintenant, dans cette Constitution, vous n'avez pas... J'étais en train de vous dire que nous avons en ce moment des armées étrangères sur notre territoire. Et les présidents de la République. Écoutez-moi, quand je parle du président de la République, je parle de l'institution président de la République telle qu'elle est instituée dans la Constitution. Il ne peut pas déclarer la guerre. Pourquoi il ne peut pas déclarer la guerre? Parce qu'il doit réunir les congrès. Personne parmi les rédacteurs de cette Constitution ne se sont posé la question de ce qui arriverait les jours où le président de la République n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Comme ce fut le cas en 2019. Comme ce fut le cas en 2019 avec la coalition FCC la coalition FCC-Cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays est piégé tel que les jours où on se retrouve dans un cas comme celui-là, parce que c'est déjà arrivé, c'est que le président de la République, quel qu'il soit, ne déclarera jamais la guerre. Alors que vous avez une agression sur les territoires. Si l'agresseur est sur votre territoire. Donc la Constitution l'empêche sur ce point-là. Sur ce point-là. Sur ce point-là. Donc, un autre exemple. Déclarer l'état de siège. Il faut tous les 15 jours aller à l'Assemblée demander l'autorisation. Cependant, l'article 136 de la Constitution du Rwanda de 2003, qui a été modifié en 2015, le président de la République du Rwanda a le droit d'aller en guerre, de déclarer la guerre partout où il veut au monde et de venir
8 jours après, informé. Pas demander l'autorisation, pas ceci, cela. Alors, pour sa présence à l'Assemblée nationale et à titre informatif. D'information. Vous voyez la constitution des gens qui ont compris l'enjeu et regardez la constitution des gens qui sont bloqués. Président Dieudonné Kishi, j'aimerais un peu comprendre, je vais insister sur ça. C'est pas bien que c'est pas le sujet. En 2 minutes, on va passer à autre chose. En état défenseur de la thèse selon laquelle la Constitution empêche le président de déclarer la guerre à un tiers État, est-ce que vous n'êtes pas plutôt dans une démarche de vouloir donner plein de pouvoir au président de la République? Dans une démocratie avec la séparation de pouvoir, l'Assemblée doit jouer le rôle qui est le sien. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est obtenir l'autorisation du Congrès, ou le problème auquel nous faisons face, c'est de construire la pensée de la guerre pendant 65 ans? Est-ce qu'avons-nous pu construire cette pensée de la guerre dans l'une de vos tribunes? Vous étiez défenseur et vous avez même estimé qu'il faille créer un ministère de la guerre. Bon, par rapport à ce que vous dites, je dois déjà vous signaler que ce qui est fait à travers la Constitution ici, ce sont des choses qui sont faites pour affaiblir complètement l'État congolais. Comment ça, la Constitution a pour mission de limiter aussi le pouvoir? S'il vous plaît. Nous sommes en Afrique, vous le savez plus que moi. J'arrive. Est-ce que vous êtes d'accord, mon cher Gédéon, que nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre, oui. Je sais que je n'ai pas le droit de vous poser la question, c'est à vous de me poser la question. Nous sommes en guerre de basse intensité. Basse, haute, moyenne intensité, je vous laisse ça. Est-ce que nous sommes en guerre, oui ou non? Si, et vous, et ceux qui nous suivent, nous sommes d'accord que nous sommes en guerre, est-ce que l'attitude politique, l'attitude constitutionnelle de notre pays doit-elle être ce qu'elle est, si nous sommes d'accord que nous sommes en guerre? Regardez les gens qui sont en guerre. En Ukraine, ils sont en guerre. On a voté le président ukrainien, je ne sais pas en quelle année. Et à 2 ans de la fin de son mandat, la guerre contre la Russie a commencé. Aujourd'hui, vous n'avez aucun opposant. Aucun, je dis bien. Il parle un autre langage que le langage de la protection, de la défense de l'État ukrainien. Dans ce pays-là, personne ne parle des élections. Ça veut dire que nous, si nous sommes tous d'accord que le pays est en guerre, parce que tout le monde à travers les pays réclame la paix à l'est de notre pays, pourquoi refuserions-nous d'accorder des pouvoirs spéciaux aux dirigeants et aux autres personnes de bonne volonté qui accepteraient de se mettre ensemble pour terminer cette guerre-là pendant un temps? Pourquoi on ne leur donnerait pas... Vous ne redoutez pas les conséquences lorsqu'on accorde de pouvoirs spéciaux à un président, surtout plus en Afrique, où la plupart des présidents sont hantés par les démons de s'éterniser ad aeternam au pouvoir? C'est là où il y a les problèmes, les soupçons. Est-ce que nous sommes en guerre ou nous ne sommes pas en guerre? Si nous sommes en guerre et que c'est aussi par là que nous pouvons passer pour résoudre les problèmes, expérimentons-le en donnant les pouvoirs spéciaux. Limitons les pouvoirs, les temps. Limitons les temps. Ainsi qu'on a dit, état de siège 15 jours. Mais on peut donner des pouvoirs spéciaux en disant, en 3 mois, vous devez terminer. Vous n'avez pas terminé, on évalue. C'est pas. Ce sont des idées. Parce que les gens ici, c'est la théorie de la peur.
C'est la théorie du soupçon. Alors que nous avons un problème, nous avons une guerre. Vous voyez que vous-même, même pour vous comme citoyens congolais, pour dire que nous sommes en guerre, vous trouvez une autre épithète pour ajouter, pour dire nous sommes en guerre de basse intensité. Basse intensité avec 12 millions de morts. Quelle autre guerre à travers le monde a déjà produit moins de 12 millions, moins de 12 millions de morts? Nous sommes à plus de 12 millions de morts. Il y a des statistiques qui disent 20 millions de morts. Mais vous, vous êtes sur ce plateau, basse intensité. C'est le déni de la guerre. Et tant que nous serons tous de manière collective dans le déni de la guerre, nous ne chercherons pas de bonnes solutions. Je dis nous sommes dans une guerre de basse intensité parce que Papa, on ne remarque pas vous cracher là, s'il vous plaît, excusez-moi, je sais que État qui est véritablement vous êtes en train de cracher sur les 20 millions de nos compatriotes qui sont morts. 20 millions de morts, ce n'est pas la basse intensité, monsieur. 20 millions de morts, ce n'est pas la basse intensité. Je suis désolé. 20 millions de morts, c'est 20 millions de nos compatriotes qui sont morts. On ne peut pas qualifier ça de guerre de basse intensité. Vous voulez combien pour dire que c'est la haute intensité, qu'on nous décime tous les 120 millions, pour que vous puissiez considérer que nous sommes en guerre? L'Ukraine qui est en guerre, où aujourd'hui l'opposition s'est tue, les élections se sont tues, ils en sont même à 5 millions de morts. Quelle devrait être l'attitude d'un État, c'est l'inconscience agressé? C'est l'inconscience. Ici, on remarque que et l'endoctrinement populaire. Un État agressé ne fait rien pour retourner la guerre d'où elle vient. Non. L'État est agressé. Avant que l'État ici ne soit agressé, des programmes ont été mis en place pour affaiblir. Et aujourd'hui, nous retourner de nos propres... Ce qu'ils ont fait, ça nous retourne aujourd'hui sous forme de nos faiblesses. Mon cher Gédéon, dites-moi, dans quelle armée du monde vous avez vu un général formé, nommé par le président de la République, qui vole la solde des militaires? Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Un général dans l'armée, parce qu'on a eu ça dans l'armée congolaise. Où est-ce que vous avez déjà vu un colonel, un militaire formé, nommé par le pays ici, mais qui, au plus petit décrépitement d'armes, est le premier à détaler, à fuir? Pour que vous puissiez venir me dire, moi, qu'on a des problèmes de l'armée. Papa, j'ai mal au cœur de dire qu'il y a des généraux qui sont en état d'arrestation aujourd'hui. Vous croyez que tous ces gens-là, c'est seulement parce qu'ils ont mis des lunettes qu'on les a arrêtés? Vous pensez? Et tous les autres qui ont fui en janvier et qui sont allés partout ici, tous ceux qui ont fui partout ici, tous ceux qu'on a arrêtés, vous croyez que c'est de la blague? Vous savez, aujourd'hui, face à la situation de notre pays, le peuple a été endoctriné. On a amené beaucoup de théories pour distraire l'opinion nationale, pour distraire le peuple. Au point que, même quand on parle de la guerre, on parle de la guerre de l'Est. Ce sont des concepts. La guerre dans l'Est? Non, beaucoup disent la guerre de l'Est. Dans l'Est. À l'Est. Beaucoup disent la guerre à l'Est de notre pays. À l'Est, à l'Est. Comme si l'Est n'était pas quelque chose. Il y a beaucoup de mots comme ça. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui les gens sortir. Non, la seule solution qui nous reste, c'est les dialogues. On y est déjà, on en parle avec vous. C'est ça. Ce sont les concepts, ce sont des choses qui sont bien étudiés pour toujours mettre le peuple congolais et l'État congolais du côté à côté de la plaque de là où il doit être en principe. Donc, il faut que ce programme-là s'arrête. Allez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant à la faculté des sciences politiques de l'UNIKIN. Vous êtes président d'un parti politique qui s'appelle Congo Positif. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. On parle de cette question du dialogue ou pas pour déminer la crise en République démocratique du Congo. Je dois paraphraser, après vous avoir entendu, que quand le peuple sera intelligent, c'est alors seulement qu'il pourra être souverain.
C'est la pensée de Victor Hugo avec laquelle elle nous permet de créer cette transition pour parler du dialogue. Deux visions antagonistes se développent depuis une certaine période. Il y a qui a tort, qui a raison, c'est la question. Il y a ceux qui croient à la force de la parole pour régler des situations de ce genre et d'autres qui pensent que les négociations ne sont qu'un piège. Pourquoi levez-vous la voix contre le dialogue, pourtant appelé par un grand nombre de Congolais? Bon, le dialogue appelé par un grand nombre, tel que vous dites, de Congolais, c'est un dialogue de mascarade, c'est des mensonges, c'est l'affaiblissement, c'est l'asservissement de l'État congolais, tout simplement. Parce que nous avons fait la même chose plusieurs fois. Ce ne sera pas la première fois que les Congolais seront appelés autour de la table. Quand vous lisez la Constitution, votre Constitution ici, on a dit que c'était la dernière fois et qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre encore le pouvoir par les armes. La Constitution n'a pas parlé de ça, plutôt la Constitution, en son lisez, article 64, parle du renversement du pouvoir, du renversement du régime constitutionnel. Lisez les 7 valeurs que professe la Constitution congolaise. Il y a 7 valeurs que la On parle du régime constitutionnel. Je suis en train de vous dire que dans l'exposé des motifs, c'est là où vous trouvez les 7 valeurs que professe la Constitution congolaise. Là-dedans, c'était... Parmi les raisons, c'est de mettre fin, définitivement fin aux crises, mettre fin et ramener la légitimité. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler de dialogue. On a fait combien de dialogues dans ce pays? Il faut, excusez-moi, il faut être idiot pour penser qu'on a fait la même chose, qui n'a pas donné de résultats, et qu'on peut encore faire cette chose-là, et espérer que cette chose va donner les résultats. Vous avez emprunté un chemin qui vous a amené dans un trou. Vous pensez qu'en empruntant ces mêmes chemins, avec les mêmes personnes, vous n'allez pas tomber dans les trous. C'est quel raisonnement? Est-ce que c'est parce que hier, ça n'a pas reçu qu'aujourd'hui, nous ne devons plus tenter Il y a beaucoup de raisons. En mettant de l'intelligence congolaise. Il y a des intelligences congolaises. La matière grise est là, vous en faites partie. Déjà que les chemins de dialogue, c'est un chemin de capitulation pour notre pays. On ne peut pas continuer. C'est la capitulation. Où est la capitulation? C'est que le Rwanda met en place un programme. Chaque 5 ans, chaque 10 ans, à chaque régime, il y a une rébellion. Et avec ces relais congolais, il y a toujours quelqu'un qui demande le dialogue. Il y a toujours quelqu'un. En fait, ceux qui demandent le dialogue sont en train de faire inconsciemment, probablement, la politique guerrière du Rwanda. Parce qu'il suffit de prendre les armes dans ce pays, n'est-ce pas? Occuper 1 mètre carré de ce territoire, vous aurez quelqu'un qui va demander le dialogue. Et le dialogue au Congo, ça veut dire quoi? Et c'est ce dialogue-là que nous refusons. Dialogue au Congo, ça veut dire amnistie. Donc, amnistie, brassage. L'autre mot là, c'est quoi? Mixage. Mixage. Grâce présidentielle. Et puis, partage des postes. Voilà les dialogues au Congo. Quelle garantie vous avez, vous, que lorsqu'ils vont se réunir dans leur dialogue ici, il n'y aura pas tout ça? Quelle garantie vous avez? Ça veut dire quoi? C'est la prime à la guerre. Et c'est ça la leçon inconsciente que nous sommes en train de communiquer aux générations actuelles et aux générations à venir. Ça veut dire, Gédéon peut prendre des armes, occuper 1 mètre carré de ce pays, occuper 1000 mètres carrés, occuper un territoire, occuper des provinces, il aura quelqu'un au nom d'une certaine paix qui va commencer à réclamer les dialogues. Voilà les leçons qu'on est en train de transmettre. Voilà pourquoi ça n'arrête pas. Et c'est là où nous disons non, ça ne doit pas continuer comme ça. Je repose ça ma ne question. doit pas continuer comme ça. Hier, ça n'a pas marché. Je peux être très bien d'accord avec vous, puisqu'il est fondamental de se poser la question sur quoi le dialogue précédent ont débouché. Est-ce que c'est parce que hier, ça n'a pas marché aujourd'hui qu'on ne doit plus dialoguer? Est-ce qu'on peut y aller, mais sous un autre format? L'intelligence congolaise peut apporter son expertise. Non. Et puis,
l'autre raison, c'est qu'il y a un peuple ici qui s'est déjà exprimé. Le peuple s'est exprimé. Constitutionnellement, le peuple s'exprime par voie des élections ou par voie référendaire. Voilà ce qui est prévu dans la Constitution. Maintenant, lorsque vous demandez des dialogues, où est-ce que vous positionnez ce que le peuple a déjà fait? Le peuple a mis en place une constitution. Le peuple a voté. Le peuple a mis en place des institutions qui sont là. Qu'est-ce que vous en faites lorsque vous venez au dialogue? Sachant que le dialogue que vous demandez va déboucher sur les partages de pouvoir. Sachant que le dialogue que vous demandez va anéantir la justice congolaise. Parce qu'il n'y aura aucun rebelle qui va être jugé. Même avec les sangs, comme ça, les sangs frais, on va venir diriger les Congolais. Et voilà ce que les gens qui demandent les dialogues voudraient répéter dans notre pays. Parce que c'est ça. On vous dit, il va y avoir un dialogue des experts. Papa, ces experts-là, c'est qui d'abord? Il faut déjà les nommer, que tout le monde sache d'où ils viennent. Ils ont les liens. Ici, on a eu des experts ici qui ont des noms kassaïens, mais des Belges, dans la rédaction de la Constitution. On a cette expérience-là. Lisez la liste des noms qui sont écrits par les professeurs Auguste Mampouya Kanunka Tchab. Lisez la liste qui a été reprise par le professeur Jacques Njoli. Ils ont les deux. Donc, le professeur Mampouya a été le premier à donner la liste et le professeur Njoli a repris cette liste. Lisez les noms. Vous trouvez un nom du Kasaï, mais un Belge. Ce sont ces choses-là qui cherchent à être répétées. La feuille de route dont on vous parle, parce que vous vous tenez au dialogue des autres, c'est-à-dire quoi? Là-dedans, on vous dit qu'il y a l'opposition armée. Il faut beaucoup de courage quand même pour dire des choses comme ça à toute une nation. Vous avez une constitution qui ne reconnaît pas l'opposition armée. Vous-même, vous venez de dire ici, article 64, c'est interdit de renverser un régime et de prendre le pouvoir. Mais ça, les dialogues ici, à partir du moment où on vous dit il y aura toute une composante qui s'appelle opposition armée, ce n'est pas un renversement ce sera un renversement d'où? Les institutions établies. Parce que quand on dit déjà c'est une composante, vous voyez déjà la répartition des postes. Parce qu'à la fin, c'est ceux qui vont venir sous forme d'opposants armés. Ils vont rentrer bredouille. Ils vont venir, ils discutent avec vous, parce qu'ils vous aiment, parce que vous avez de beaux yeux. Allez, ils s'élèvent, ok, la guerre est terminée, nous on rentre. Sans rien vous demander. Et les résolutions de ces dialogues, vous allez l'aligner comment dans l'architecture constitutionnelle de notre pays? Vous parlez de la Constitution. Vous voyez? Vous parlez de c'est pour vous dire, et dans ce pays, pourquoi nous disons on a déjà fait la même chose qui n'a rien donné? Dans ce pays, on a violé la Constitution, l'article 78, à travers les dialogues, en nommant l'ancien Premier ministre Sami Badibanga comme Premier ministre, qui sortait d'une majorité de nulle part parce qu'il n'y avait pas de il sortait pas d'une coalition majorité. Nous avons eu Bruno Tshibala qui a fait long feu, n'est-ce pas? Qui ne sortait pas de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Il a été là. Jusqu'aujourd'hui, nous avons Olengankoy. Jusqu'aujourd'hui, Sensa. Lisez la loi sur les Sensa. Aucune référence à un seul article de la Constitution. Or, aucune institution, aucune loi ne peut pas être faite sans avoir une référence à la Constitution. Ceci me ramène à vous poser une autre question. Alors, dites-moi, ce sont les choses comme ça qu'on cherche. De quel dialogue avons-nous besoin? De quel dialogue parlons-nous? Parce que vous faites allusion à la nomination de Sami Badibanga et de Bruno Tshibala. Je crois qu'il s'agissait d'un dialogue politique. Il y a plusieurs types de dialogues, mais c'est lui qui s'impose à la nation, c'est le dialogue intercommunautaire, appelé autrement le dialogue national inclusif, pour parler des problèmes de fond. Quel
de causes profondes qui minent notre problème. Citez-moi les problèmes, on va y aller. Citez-moi les problèmes dont vous parlez. Ça, c'est générique, ce que vous dites là. Ça, c'est générique. Citez-moi un seul problème. Vous parlez de c'est pas quoi, intercommunautaire. Vous voulez dire que les Congolais se tuent entre eux ici? C'est ce que vous voulez dire? Les 12 millions, ce sont les Congolais qui se sont tués? Mon cher ami, on ne doit pas se moquer d'un peuple comme ça. On ne doit pas se moquer d'un peuple de cette manière-là. Quand vous parlez d'intercommunautaire, dites-moi que ce sont les Congolais qui se sont tués à 12 millions, à 15 millions. Et que les rapports qui sortent des Nations Unies sont des rapports mensongers. Seulement ce que vous avez écrit dans votre feuille de route, c'est ce qui est vrai. Non. Ces forcing ici, nous, on ne les comprend pas. Nous sommes tous des citoyens congolais. Vous avez identifié un problème. Est-ce que vous devez obligatoirement en obtenir un dialogue? Obligatoirement? Vous avez identifié un problème. Il y a des institutions qui sont établies. Qu'est-ce que ça veut dire mandat? Mandat. Pourquoi nous allons aux élections? Je comprends que ceux qui proposent ça ne sont jamais allés aux élections. Ils ne connaissent rien des élections. Ils ne peuvent pas aimer les élections parce qu'ils n'en connaissent pas quelque chose. Mais vous avez quelqu'un qui est élu. Vous avez des élus qui sont élus pour ça. C'est-à-dire que quand ils sont élus là, c'est pour résoudre tous ces problèmes-là dont vous parlez. Ce sont eux qui ont la légitimité. Ce sont eux à qui les Congolais ont dit « vous allez résoudre nos problèmes pendant 5 ans ». Maintenant, si vous avez une initiative, venez nous voir. Venez voir la personne qui a les mandats du peuple. Mais les causes sont profondes, Président Dieu de Lesquelles? Je vous ai demandé les causes profondes. Vous ne elles sont exogènes et endogènes. Ça, c'est générique. De quoi elles tirent leur origine? Dans l'exogène, là, citez-moi une cause. Comme ça, on va en parler. Dans l'exogène, citez-moi une cause et on va y aller. De quoi ces causes-là tirent leur origine? Dites-moi quelle cause. Quelle cause? Nommez la cause. Alors, je nomme la cause. Oui. Comme ça, vous allez vous livrer librement à cet exercice. OK. J'évoque l'article 64 de la Constitution. Oui. Qui proscrit d'accéder au pouvoir par un renversement du régime constitutionnel. En d'autres termes, par un coup de force. Oui. C'est à quoi on a assisté en 2020 avec la réqualification de la majorité parlementaire. Comment vous appelez ça? Et ce n'est pas une cause profonde qui nous conduit à cet état de déliquescence que nous vivons. La cause profonde, la Constitution n'a pas été respectée comme elle devait l'être. Le problème, si c'est ça le problème, ce n'est pas un problème. Le problème de ça vient des élections. Ça vient des élections. Les élections... Dites-moi quel jour on a publié les résultats. Moi-même, je suis victime de ces histoires des élections, vous le savez très bien. Vous avez ici un système électoral. Vous êtes s'il vous plaît, ce sont des problèmes. S'il vous plaît, qui inquiétants. Attention, nous sommes dans une émission que je considère aussi pédagogique. Ça veut dire que les gens qui nous suivent doivent tirer quelque chose. Allez-y. Les pouvoirs de 2018, sachant que il était partant. Il s'organise pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est légitime. Mais comment cette majorité a été constituée? Comment s'est-il organisé? Est-ce que les résultats ont été compilés? Vous avez déjà vu les élections où les résultats ne sont pas compilés? Vous avez déjà vu des élections où la personne qui a échoué, comme mon cas, ne sait pas avec combien il a échoué? Pour que nous puissions parler de la majorité, parce que cette majorité vient de là. Donc ça s'est organisé à l'Assemblée nationale. Donc après, et pas à la première institution. Donc vous tirez la chose par les bouts. L'origine de ces conflits où la majorité a été renversée, ça vient du fait que les élections ont été mal organisées ou ont été organisées dans l'intention manifeste d'avoir sa majorité à l'Assemblée et conditionner ceux qui venaient d'arriver. Après, ça devient quoi? Ça devient la bonne guerre. Et ça, nous ne pouvons pas apprécier, analyser sous forme d'analyse comme telle sur ces plateaux. Mais tant que les résultats sont publiés... Parce que la vérité, c'est ça. Tant que si on avait des bonnes élections... Par la CENI, parce que vous avez vu le comportement... par la Cour constitutionnelle, vous avez vu le comportement des gens. À tous. Vous avez vu le comportement des gens. Mais et ils ont la majorité présidentielle. Nous, on a la majorité parlementaire. Et les gens jouaient sur ça.
Alors, ça c'est la politique. Ça c'est la politique. Ce n'est pas la Constitution, ça. Ça c'est la politique. Les cas-là que vous avez donnés relèvent de la politique. Et la politique, tout ce que vous dites là, est légitime. Je donne un autre exemple. Oui, je vous en prie. Crise profonde. Quand on va jusqu'à promettre le changement de la Constitution, j'aurais besoin de votre avis quant à cette question. Vous êtes pour le changement de la Constitution ou pour le changement des constitutions? Et quand on promet le changement de la Constitution en mettant sur pied une commission interdisciplinaire, je ne sais pas moi qui est le ressort de quelle disposition pertinente de la Constitution, comment vous appelez aussi ça? Moi, je suis pour le changement de Constitution. Changement de Constitution. Oui. La nuance? Je suis pour le changement de Constitution parce que celle-ci n'est pas une Constitution. C'est quelque chose qui a été boutiqué pour affaiblir l'État congolais. Pour faire de l'État congolais un État gâteau, c'est-à-dire un État faible. Un État des partis politiques. Un État des composantes. Ça s'est transformé là. Ça s'est écrit là. C'est comme ça que vous voyez les gens, jusqu'aujourd'hui, malgré qu'il y a un mandat, dans leur tête, il y a toujours négociation. Négociation. On doit tout négocier ici. C'est comme ça que vous voyez les initiatives de dialogue qui sortent. Parce que dans la tête des gens, jusqu'aujourd'hui, mandat ne veut rien dire. Peuple ne veut rien dire. Tout ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce que les politiciens ont dit. Qu'est-ce que les politiciens ont dit? C'est ça qui compte. Et ce paradigme doit changer. Mais tant que s'il vous plaît, ces mots, je dois les placer. Ce paradigme doit changer parce que nous ne sommes pas dans un club d'amis. Nous parlons de l'État congolais, de l'État. Nous ne parlons pas d'un club de gens, d'un club d'amis. Non, ce n'est pas la République des politiciens. Non, c'est un pays des Congolais. C'est un pays des Congolais, il faut le respecter en tant que tel. Mais tant que c'est cette constitution qui nous régit, oui, pour l'instant, oui, on se doit de la protéger, de la respecter tous. Absolument d'accord avec vous. Mais quand on promet le changement de la constitution, sur base de quelle loi? Non. Les changements de constitution ne procèdent pas de ce que la constitution a prévu. Les changements de constitution peuvent venir d'un processus politique imaginé par les acteurs, par les forces en présence. Comment y parvenir si ce n'est pas par la voie du dialogue? Alors, si le dialogue a pour mission de se réunir et de faire ensemble une constitution, nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord pour ça? Oui, oui. Le front anti-dialogue est d'accord que les débats, lorsque nous allons nous réunir, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent dire « Non, après, moi je vais devenir tel, il y a des composantes. » Non, la seule composante, c'est la République démocratique du Congo que nous voulons refonder en lui donnant une constitution imaginée par nous. Imaginée par nous. En ce moment-là, vous appelez Corneille Nangaa, vous appelez tout le monde, vous appelez Martin Fayoulou, vous appelez tout le monde. On se met à la table et on fait une constitution et chacun rentre chez lui, il attend les élections, les meilleurs gagnent et on termine l'affaire. De la bonne manière, avec une nouvelle constitution qui n'est pas imaginée à gauche, qui n'est pas imaginée à droite, qui est imaginée ici. Est-ce qu'avec tout ce que nous vivons, est-ce que nous ne sommes pas rentrés à la case départ? Avec, mais les choses... avec des pans entiers du territoire qui échappent au pouvoir central, Kinshasa. Aujourd'hui, n'est-il pas impérieux de se mettre autour d'une même table pour déminer la crise par un dialogue qui pourrait inéluctablement nous conduire à la rédaction d'une nouvelle constitution qui va ouvrir l'heure à une 4e république, par exemple? Non, cette approche-là, je ne sais pas pourquoi vous me ramenez à la même chose. Vous me ramenez à dire la même chose. Le dialogue qui est demandé ici, c'est un dialogue de capitulation. Alors que les Congolais... Est-ce que vous n'êtes pas dans l'intention, président du Kishi? Alors que les Congolais ont besoin, ce qui leur reste. On doit arrêter de dire aux Congolais que ce qui reste, c'est de dialoguer. C'est faux. Ça, c'est le langage de capitulation. Ce qui reste aux Congolais de faire, c'est de faire la guerre. Comme ça que vous avez dit ici, j'ai posté qu'on doit même créer un ministère de la guerre. Comprenez? Donc, c'est pour vous dire que tout le reste ici, nous avons été l'objet d'un complot très vaste, situé depuis 1885.
Jusqu'aujourd'hui. Tous les restes, ce sont des relais de ces complots-là. Et donc, aujourd'hui, nous devons reprendre notre pays en main. Comment faire la guerre dans les contextes actuels? Voilà la question qui procède de la capitulation. Les gens qui pensent que le Congo c'est fini, tout ce qui reste c'est de négocier avec ceux qui les tuent. Ça c'est la capitulation. Comment faire la guerre dans les contextes actuels? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Congo pour ne pas faire la guerre? Parce que vous voulez me ramener sur le terrain de l'armée. Vous voulez m'amener sur le terrain de l'armée, mais je vous dis qu'avec ces peuples ici, si on laisse ces peuples, d'ailleurs les peuples les demandent, vous voyez vous-même, il y a eu des chansons, laissez-nous aller. Vous avez vu ça? Laissez les peuples, laissez-le. Laissez les peuples se prendre en charge, vous allez voir, vous serez étonnés. La guerre ici va finir en 2 jours. N'oublions pas que nous sommes une puissance démographique dans la région. 120 millions de personnes. Alors, imaginez les jours où on va suspendre la Constitution. On donne les pouvoirs spéciaux aux dirigeants et aux personnes de bonne volonté, des Congolais authentiques qui ne sont pas ambivalents. On leur donne des pouvoirs spéciaux pour terminer cette guerre en 6 mois. Et on décrète une mobilisation générale. On ferme les universités, on ferme l'administration publique, on laisse seulement les services minimums pour que les choses continuent à tourner, pour appuyer ceux qui seront partis. On nous prend, nous tous, en nombre, 40 millions, nous allons là-bas. La guerre va continuer. La guerre va continuer. On va nous tuer à 40 millions. Arrêtez de dire des choses contre notre peuple, contre notre pays. Parce que quand vous dites la seule voie qui reste, c'est le dialogue, c'est faux. C'est le langage des gens qui sont bien, le langage de Kinshasa. Les gens comme vous ici, avec les mains molles, les mains sont froides là-bas, nous sommes dans la climatisation. Vous savez qu'en sortant d'ici, votre repas vous attend déjà, les véhicules sont climatisés. C'est ça votre discours. Vous ne parlerez jamais de la guerre. Et votre travail, c'est de décourager, de faire penser qu'il n'y a même plus un peuple ici. Donc pour vous, c'est fini, le Congo, c'est terminé. Non, monsieur, le Congo, ce n'est pas fini. Arrêtez le langage de capitulation. Parce que vous pensez qu'il faut l'armée. Non, la plus grande armée, c'est le peuple. Si ces armées étaient plus puissantes qu'elles le sont, qu'on le pense, pourquoi ils n'ont pas encore pris le Congo dans son ensemble jusqu'à aujourd'hui? Si c'était aussi facile que ça. Donc, si la solution arrêtez d'amener des histoires qui énervent les gens. La solution qui nous reste, c'est de faire la guerre. C'est tout ce qui nous reste. Ce n'est pas de dialoguer. Vous ne pouvez pas dialoguer avec quelqu'un qui vous tue. Mais si c'est la seule solution qui se présente à nous, qu'est-ce qui nous retient alors? Bon, jusqu'ici, vous avez été nombreux à véhiculer les messages de la paix. Mais nous, aujourd'hui, nous véhiculons les messages de la guerre. Donnez-nous un peu le temps que vous avez eu là depuis combien de temps maintenant? Depuis 30 ans. Vous avez véhiculé qu'il faut la paix. Vous avez même fait des chansons que vous appelez les chansons patriotiques. Pleurer. Quand quelqu'un vous frappe, vous pensez qu'il vous frappe pourquoi? Il vous frappe pour que vous puissiez pleurer. Vos chansons patriotiques, là, c'est pour pleurer. Et quand vous pleurez, lui, ça lui fait plaisir. Ça veut dire que le coup est arrivé. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous sommes en train de dire aux Congolais, un peuple qui refuse de faire la guerre, c'est un peuple qui se prépare à être esclave. Un peuple qui refuse de faire la guerre, c'est un peuple qui se prépare, qui est destiné à être l'esclave des autres. Donc, la seule possibilité qui nous reste, ce n'est pas de dialoguer, parce qu'on a eu à dialoguer, ça n'a pas donné. La preuve, c'est que nous répétons des dialogues. Maintenant, le temps est arrivé de faire la guerre, de nous préparer à la guerre, d'abandonner nos conforts. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je préfère encore que nous soyons ces peuples qui s'est battus. N'est-ce pas? Mais qu'on a vaincu et qu'on domine parce qu'on l'avait vaincu en se battant. Mais que d'être un peuple qui capitule. Je préfère être dominé parce qu'on m'a frappé. N'est-ce pas? Que d'être dominé sans me battre.
Et ça, c'est... Sans me battre. C'est Pierre Desconner. Mon cher ami, je vous pose une question. Nous sommes avec vous sur ce plateau. Renversons la situation. Si c'est nous qui avions agressé l'Ouganda et le Rwanda, ils allaient demander des dialogues? Ils allaient nous demander des dialogues? Vous pensez? Quel peuple sommes-nous devenus d'être si peureux? Parce qu'après, si nous avons peur de la mort, nous finissons par mourir. Même d'autres choses. Mais il faut mourir même pour son État, pour sa nation. Vous portez une voix qui dérange certes certains esprits, mais une voix qui pourrait se révéler aussi libératrice, des visions antagonistes. Vous ne croyez pas à la force du dialogue, à la force de la parole plutôt, pour en finir avec la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous pensez plutôt à l'option militaire que nous devons enclencher, pour changer la donne. Mais, pas vraiment populaire, pas vraiment militaire. Non, j'ai dit populaire. Populaire. Moi, je suis au niveau du peuple. Populaire et militaire. Si on sera appuyé par l'armée, pas de problème. Mais les peuples avec des bâtons, mais ça c'est votre voix. Machettes, mais à côté, les institutions de la République ne semblent pas pour l'heure d'opter pour cette option. C'est bien possible parce que vous, avec votre affaire de dialogue, vous avez trop parlé pendant longtemps, pendant des années. Maintenant, nous avons l'occasion, nous aussi qui voyons les choses autrement, nous espérons que notre voix arrivera auprès des dirigeants et qu'ils vont se rendre compte aussi que, effectivement, si nous nous appuyons sur ces peuples, et si nous mettons les conditions d'aller là-bas où il y a la guerre, l'affaire va finir. Parce que il y a un adage qui dit que comment on dit, la paix. Oui, si oui, pas qu'un parabellum. Voilà. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix fait la guerre. Pas autre chose. C'est pas moi qui ai inventé cet adage. C'est pas moi. C'est un adage millénaire. Donc, les gens savent que c'est lui qui veut la paix. Les États-Unis font la guerre partout au monde. Pourquoi? C'est pour que les Américains soient en paix chez eux, qu'il n'y ait personne qui s'élève de son pays pour aller aux États-Unis. C'est pour cela que les États-Unis sont partout. Dans tous les théâtres à travers le monde, ils sont là. Les Français, tous les autres, ils ont compris ça. Pourquoi nous refusons de faire la guerre? Donc on a bassi. Bon, écoutez, quand je dis bassi, c'est une expression. C'est une expression, je ne dis pas que les femmes sont faibles, mais c'est une expression chez nous qui veut dire Mobali Abundaka. Mobali Abundaka. Pas vos histoires ici des théories de la capitulation. Oui, nous devons nous battre. Pas des histoires ici qu'on nous véhicule tous les jours, allons dialoguer. Même aller dialoguer, c'est un coup d'État sur la table, sans armes. Ce sera un coup d'État sans armes. D'aucuns disent que vous êtes en quête de vouloir se faire une opinion. Oui. Être entendu. Je dois être entendu justement. Pour être rappelé. Je revendique ça. D'être comme une sorte de conseiller. Oui. Stratège à ses côtés. Oui, si ça peut se faire même aujourd'hui. Comme ça, je vais amener ces idées qui n'ont pas été amenées jusqu'ici. Comme ça, je peux dire au chef, vous tenez à rencontrer. Donnez-moi la mobilisation des Congolais. Donnez-moi ce travail. Je les revendique. Il faut que les gens me suivent parce que jusqu'ici, personne n'a parlé de ça. Tous ceux qui sont venus ici sur votre plateau, ils vont dire, nous voulons la paix. Qui est derrière vous? Mais tous ceux qui veulent la paix ont oublié que celui qui veut la paix doit commencer par la guerre. Qui est derrière vous? Donc, ça ne me fait rien. C'est même ce que je veux. Je veux que les Congolais sachent qu'ils ont leur porte-parole aujourd'hui. Tous les Congolais qui pensent que c'est une soumission, c'est une honte pour nous d'être frappés de cette façon-là, ils doivent me rejoindre. Qui est derrière vous? C'est la nation congolaise qui est derrière moi. Combien de mouvements associatifs, combien de partis ont adhéré à votre approche? Je ne vous donnerai pas les nombres aujourd'hui. Nous avons une réunion de mise au point ce dimanche. Et vous allez voir. C'est dimanche? Oui. C'est dimanche à 16h, quelque part. Nous allons nous réunir pour ça. Pour faire le point, de savoir combien. Parce que nous avons lancé une pétition. Nous cherchons 1 million de signatures.
Et nous sommes déjà au-delà de 700 000. Donc, nous cherchons des signatures pour donner des pouvoirs spéciaux et la mobilisation générale du peuple congolais. La pétition s'est faite en ligne ou... En ligne et sur papier. Sur papier. Ouais. Et où étiez-vous depuis tout ce temps pour sortir des wagons et proposer... Bon, on pensait que les aînés allaient faire ça. Mais curieusement, beaucoup d'aînés sont sur les schémas du dialogue, de la capitulation. Malheureusement. Sur les sentiers battus. On a battu ces sentiers jusqu'ici, ça ne nous donne rien. Mais on veut refaire la même chose, qui ne donne aucun résultat. Allez, c'était un plaisir d'avoir sur ce plateau le président Dieudonné Kishi, président, leader du mouvement politique Congo Positif. Un dernier mot, et s'il y a un sujet d'actualité qui vous passionne, quel peut être votre commentaire? Bon, merci de nous avoir invités. Les Congolais, nous devons savoir que nous n'avons que ça. Nous n'avons que ce Congo ici, la terre de nos ancêtres. Et cette terre ici, nous l'avons héritée. Ce n'est pas nous qui l'avons façonnée. Nous l'avons héritée et nous devons les transmettre. Nous devons les transmettre fièrement. Nous devons les transmettre avec fierté à nos enfants. Que de laisser nos enfants dans l'esclavage, que ce soit eux qui vont chercher demain à se battre. Donc, deuxième chose, je suis venu demander à tous les Congolais de cesser de penser que la seule voie qui nous reste, c'est la voie du dialogue. Non, c'est faux. Il nous reste la vraie voie qui nous reste, la voie de notre libération, c'est la voie de la guerre. Parce que la guerre finit par la guerre. Donc nous devons nous préparer à ça. Et enfin, que ceux qui peuvent nous rejoindre, les partis politiques, les associations, les médias, les intellectuels qui veulent nous rejoindre, doivent nous rejoindre, ils n'ont qu'à passer par vous. Vous allez nous communiquer leurs coordonnées et puis ensemble, nous allons travailler. Merci beaucoup, Président Dieu. C'était un plaisir de vous avoir. Seule la détermination d'un peuple les libère du tyran. Eh bien, donc, le Congo, aujourd'hui, face à son destin, doit s'affirmer et réagir pour baliser le chemin de la prospérité et de la paix. Et par la guerre, par la détermination, eh bien, on pourra bien sortir de l'auberge et par de voies qui semblent nous détourner de l'essentiel. C'est là, en résumé, la pensée ou le contenu de cette émission. Nous vous retrouvons à très très vite avec la même dose de plaisir. Vous avez bien fait de nous choisir. Si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus manquer de nos contenus. À tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs. Bon week-end à tous et à chacun. Merci.